Bonjour chers amis, très heureux de vous rencontrer dans cet autre instant culturel que l'on va consacrer aujourd'hui à un document, certes classique, mais toujours d'actualité. Il s'agit d'un aperçu sur la théorie de la population et quels sont les enjeux démographiques par rapport au développement. Un document collectif, comme vous pouvez le constater, plusieurs auteurs, chacun a apporté sa plume d'un point de vue déterminé, technique, démographique, socio-économique, culturel. Et puis, chez les éditions du Progrès, le document comme je l'avais dit au départ, c'est un classique, mais certes, il a un contenu tout à fait scientifique, tout à fait d'actualité, nécessaire à revoir et nécessaire parce que les données qu'il contient sont toujours en vigueur, sont toujours pratiquées dans tout ce qui est études démographiques. Donc, le présent ouvrage, c'est le fruit d'un important travail collectif sur la population et les enjeux démographiques. C'est un travail qui a été effectué par plusieurs spécialistes des sciences sociales et d'autres sciences, économiques notamment. L'analyse des lois objectives d'évolution démographique et des méthodes d'étude du phénomène socio-démographique, plus précises, ont conduit ces auteurs à la conclusion très intéressante et fondamentale, c'est-à-dire qu'une véritable étude des problèmes de population exige que les sciences sociales ne soient pas les seules concernées. Tel est le gage d'un résultat qui soit nouveau, sérieux en matière de théorie de la démographie ou de méthodologie qui conduit à des bonnes études démographiques, notamment pour tout ce qui est en corrélation économique et du développement en général des sociétés. Donc une démarche qui permet une perspective démographique plus sûre à partir d'une phase socio-économique essentielle pour une planification de l'économie nationale. Alors on peut dire dans ce document, très riche en informations, comme je l'ai souligné au départ, la population comme objet d'étude de la démographie n'est pas une somme statistique, mais un ensemble d'objets perpétuellement mouvants. Les démographes distinguent trois types de mouvements de population qui traduisent les divers aspects de ces mutations. On distingue tout d'abord le mouvement social d'une population, ou comme on l'appelle plus souvent la mobilité sociale, à quoi il faut rapporter tous les transferts d'un groupe social à un autre. Ce type de mouvement modifie la structure sociale de la population et son étude intéresse à la fois les démographes et les sociologues. Le mouvement mécanique de la population, ou migratoire, concerne tout déplacement territorial des hommes, aussi bien permanent, c'est-à-dire lié à un changement de résidence, que temporaire. La migration modifie et détermine la répartition géographique de la population. Aussi, son étude relève-t-elle de la démographie et de la géographie humaine. Le mouvement naturel de la population comprend les phénomènes qui sont la conséquence directe de la nature biologique des hommes qui sont propres à la population humaine en tant que population biologique. La mort, la naissance ainsi que la constitution ou la dissolution des alliances matrimoniales, à la base de chacun de ces faits, nous trouvons des particularités de l'homme comme espèce biologique, Homo sapiens, avec cette différence que dans la société humaine, ces faits sont devenus sociaux. Sans rompre avec leur base biologique, les faits du mouvement naturel de la population sont à ce point reliés par une foule de relations de cause à effet avec d'autres faits de la vie sociale que sont la naissance, le mariage, la mort, et ils ne peuvent être envisagés autrement que comme des phénomènes sociaux. Le remplacement d'une génération par l'entremise de la naissance et de la mort, puis la multiplication par l'entremise des mariages sont propres à l'homme comme être biologique. Ce n'est donc là, toutefois, que l'assise naturelle d'une reproduction de la population humaine. Les lois fondamentales, telles que ce processus fondamental de ce processus ont un caractère social. Il en découle une conséquence extrêmement importante. Ce qui caractérise essentiellement l'homme, c'est son âge, paramètre biologique, mais d'importance sociale majeure.
Alors, la démographie envisage la reproduction de la population sous deux angles, au sens étroit du terme, lorsqu'elle considère le seul mouvement naturel, et au sens large du terme, lorsqu'elle envisage l'ensemble des mouvements de population. Dans cette seconde optique, la démographie devient alors une science de la reproduction de la population. Parfois, l'objet de la démographie est réduit à la reproduction d'une population au sens étroit du terme. Ayant une vue des domaines traditionnels et les plus développés, si l'on veut étudier la reproduction de la population au sens étroit du terme, il est indispensable de faire abstraction de toutes les formes de mouvement de population excepté le naturel. À ces fins, on établit deux restrictions artificielles. La population est d'abord envisagée comme une entité socialement indéfinie, à triple composante structurelle, le sexe, l'âge, la situation matrimoniale. Cette démarche est un début indispensable par la suite. Lorsque nous examinerons les modèles mathématiques de reproduction de la population, nous verrons que les plus parfaits d'entre eux n'exigent pas cette limitation, et plutôt sont créés comme instruments d'étude de la reproduction au sens étroit. Ils ont une valeur universelle. La seconde restriction, tout aussi artificielle, est pourtant beaucoup moins essentielle. Il s'agit de l'hypothèse d'une population fermée, c'est-à-dire telle qu'elle n'a pas d'échange migratoire avec le milieu extérieur. Cette seconde restriction n'a d'importance en fonction de la population envisagée. Si nos raisonnements valent pour une population urbaine déterminée, ou par exemple pour toute la population urbaine d'un territoire déterminé, le caractère artificiel des données obtenues doit toujours être pris en considération. Tandis que si l'on envisage la population d'ensemble d'un pays, l'hypothèse d'une population fermée est très proche de la réalité pour la majorité des pays. On peut donc négliger les restrictions que cela implique quant aux indices. Compte tenu des restrictions, la reproduction de la population est suffisamment simple pour l'envisager à l'aide de méthodes mathématiques relativement élémentaires. Et en s'appuyant sur des données de la statistique démographique, on peut en ce sens adopter deux démarches ou deux méthodes d'étude de la reproduction d'une population dont chacune a ses aspects positifs et négatifs. La première méthode consiste à étudier les phénomènes démographiques afférents à un ensemble d'êtres humains pendant une certaine période. À première vue, cette démarche que l'on appelle la méthode des cohortes est tout à fait naturelle et simple au plan méthodologique. On étudie par exemple la mortalité de la génération née en 1900. Aujourd'hui, ces représentants ont un certain âge et l'on peut définir combien d'entre eux ont survécu jusqu'à tel âge, ainsi que la probabilité propre à cette génération de mourir à tel ou tel âge. On peut étudier pour quelles raisons ils sont morts. De la même manière, on peut aussi étudier les mariages, les divorces et les naissances. Après avoir ainsi analysé la destinée démographique de toutes les générations dont les représentants sont encore vivants aujourd'hui, nous aurons une connaissance du passé démographique de cette population et nous obtenons la perspective historique voulue. Mais cela ne suffit pas pour avoir un tableau complet du processus de reproduction de la population à un moment donné, et ni pour déterminer son développement futur. Aussi détaillé que soit l'étude de la mortalité de la génération née en 1900 par exemple, il n'est pas possible de définir par exemple la longévité moyenne de cette génération parce qu'il faut pour cela suivre sa vie jusqu'au bout. Nous ne pourrons obtenir cette caractéristique qu'en l'an 2000 ou 2020 ou 2023 par exemple ou 2030. Mais alors, elle n'aura qu'un intérêt historique et ne pourra nous aider ni pour le présent ni pour l'avenir, comme ne peuvent nous aider aujourd'hui les données, aussi détaillées soient-elles, relatives à la mortalité des gens nés en 1874 par exemple. Il en est de même de l'étude des mariages et des naissances. Si pour les gens nés par exemple en 1900, ces deux éléments sont déjà du passé, et si nous pouvons par conséquent disposer de toutes les données nécessaires, elles nous sont
de bien peu d'aide pour étudier le processus de multiplicité et de fécondité aujourd'hui, où ce sont leurs enfants et petits-enfants qui contractent mariage. Il est une autre difficulté d'ordre purement pratique dans l'application de la méthode des corps, difficulté qui tient en fait que les méthodes d'étude de la reproduction d'une population se perfectionnent en permanence et exigent des données de statistiques démographiques toujours plus élaborées. Le perfectionnement des statistiques retarde en règle générale sur la théorie aussi ne disposons-nous pratiquement jamais d'une information statistique indispensable sur le passé. La seconde méthode s'appuie sur l'étude de l'intensité des processus démographiques. À un moment donné, par exemple, la mortalité de la population en 1959, par exemple. Cette année-là, sont morts les enfants nés en 1958 et des vieillards nés en 1880. L'étude de la mortalité sur plusieurs années a montré que son taux relève fondamentalement non des caractéristiques d'une génération, mais des conditions de vie au moment considéré. Certes, dans de nombreux cas, il convient de prendre en considération la destinée de cette génération. C'est ainsi que le taux de mortalité des personnes âgées de 59 ans en 1959 tient non seulement aux conditions de vie dans l'année considérée, mais aussi au fait que la santé des individus nés en 1900 a été éprouvée par 2 guerres mondiales, par exemple. Certaines méthodes mathématiques permettent à partir des données relatives à l'intensité des processus chez les diverses générations, à un même moment, d'obtenir certaines caractéristiques générales. Ainsi, la longévité moyenne de la population, en 1916 par exemple, en 1958 et 1959, était de 69 ans. Il est tout à fait que cette valeur ne vaut pas pour aucune génération concrète vivant en 1959. Elle caractérise une génération hypothétique qui, toute sa vie durant, aurait connu à chaque âge un taux de mortalité caractéristique de l'année considérée par des personnes de cet âge. De façon analogue, on obtient des caractéristiques de nuptialité, de divorce, de fécondité pour cette génération hypothétique, sans toutefois, pour l'instant, perdre de vue leur caractère artificiel et en se montrant extrêmement circonspect dans leur interprétation. Il faut toujours se garder d'une fausse interprétation de ces données et ne pas chercher à en extraire plus d'informations qu'elles ne peuvent en donner. Nous n'aurons de tableau intégral de la reproduction de la population qu'en combinant ces deux méthodes d'étude, ce qui est très rarement possible du fait de la pauvreté du matériau statistique. La fonction de reproduction de la population est inhérente aux gens adultes, capables physiologiquement d'engendrer des enfants. Cette maturité biologique arrive à des âges divers selon les individus. Pour la démographie, l'âge fécond d'une femme commence à 15 ans, tandis qu'elle commence à 17 ans ou 18 ans pour les hommes. Comme toute limite d'âge, elles sont bien entendu conventionnelles, mais relativement proches de l'âge moyen de maturité physiologique. À partir de cet âge, les êtres humains se marient et produisent une descendance. La naissance des enfants a lieu, en règle générale, au sein du mariage et n'est que rarement le produit d'une liaison fortuite. La démographie est encline à considérer comme un mariage toute union durable où un homme et une femme se reconnaissent comme époux et épouse, c'est-à-dire s'en tiennent à la notion de ce que l'on appelle le mariage de fait. Aussi, du point de vue démographique et juridique, les notions de naissance hors mariage sont-elles interprétées de diverses façons selon les pays. La démographie, certes, utilise largement les statistiques de conclusion ou de dissolution des mariages juridiques, mais lorsqu'un mouvement matrimonial se distingue fortement d'un mouvement juridique, comme cela a eu lieu par exemple dans les pays d'Amérique latine, on s'efforce malgré tout d'obtenir une information sur l'état réel des choses. La proportion des hommes et des femmes qui ne se marient pas est relativement faible. Dans les conditions normales, elle varie de 3 à 5 ans jusqu'à 10 ans, jusqu'à 10 ou 12 ans, suivant les générations, sauf cas d'espèce, elle peut diminuer jusqu'à 1,5% ou augmenter jusqu'à 18 ou 20%. Ces situations exceptionnelles peuvent apparaître parce qu'une fraction de population, pour telle ou telle raison, se voit interdire le mariage. En Mongolie, par exemple, l'amaïsme était jadis très largement répandu, ou parce qu'il y a forte disproportion des sexes dans le contingent des individus nubiles. Cette disproportion peut être
soit le résultat d'une forte migration à domination masculine, comme c'est le cas en Irlande, soit provenir de pertes importantes dues aux guerres. Dans certains cas, la forte baisse de la nuptialité peut, sans qu'il y ait aucune disproportion des sexes, être la conséquence d'une crise économique, comme ce fut le cas en Europe occidentale en 1929 à 1932. En URSS, la nuptialité est à un niveau normal. C'est ainsi que, selon les sondages entre 49 et 59, près de 8% des femmes âgées de 50 ans n'étaient pas mariées, mais ces données moyennes cachent une différenciation territoriale importante. Si dans les localités rurales, l'Asie centrale et Transcaucasie, la part des célibataires âgés de 50 ans n'était que de 3,7%, dans les régions rurales d'Ukraine et des républiques baltes était de 21,7%. Ce faible taux de nuptialité des femmes dans les régions s'explique par le fait que la disproportion des sexes, conséquence de lourdes pertes de guerre, s'est trouvée accentuée alors par un exode important des jeunes ruraux vers les villes, dans les agglomérations urbaines, des territoires considérés. Le taux de nuptialité était élevé et seuls 3,7% des individus n'avaient pas contracté mariage avant 50 ans. Merci de votre attention.